Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Quotidien TV. Saviez-vous que Roland-Garros avait une voix? Je parle du tournoi de tennis et non de l'aviateur. Cette voix, c'est celle de notre invité du jour et je vous donne une petite précision à titre personnel. Nous avons reçu plus d'une centaine d'invités dans Mon Quotidien TV et il est celui dont j'aurais voulu exercer le métier, je le dis sans vergogne. Bonjour Marc Maury. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans notre émission. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors je ne plaisantais pas, c'est vrai que vous faites un métier que j'aurais voulu exercer. Si j'avais bossé un peu plus, j'aurais pu y arriver, mais je n'ai pas bossé. C'est sympa, ça dépend comment on peut le prendre, mais moi je trouve que c'est un super métier. En tout cas, pour moi, j'en vis les privilèges tous les jours. Donc vous appelez ça quand même un métier, mais j'imagine que c'est une passion. Je ne pensais pas en faire un métier, pour être sincère. Quand j'ai commencé à prendre le micro, je pensais que j'allais faire ça ponctuellement ou épisodiquement pendant quelques mois l'été, puisque je travaillais d'abord sur l'athlétisme. Et on est venu me chercher sur d'autres sports. Et en 1995, il a fallu que je me décide à me dire, fais ton choix. Est-ce que ce métier est possible? Est-ce que tu peux le développer? On va peut-être en parler, mais effectivement, à partir de ce moment-là, j'ai ouvert sur pas mal de sports et je me suis aperçu que oui, ça pouvait être un métier. Alors, je voudrais qu'on voit une première photo grâce à la réalisation de Cyril Bartholomé. Ça, c'est vous. On est où là précisément? On est sur le cours central, cours Philippe Chatrier, avec le micro du central, dans la tenue officielle de Roland-Garros, puisqu'il faut présenter avec une cravate à Roland-Garros, en tout cas jusqu'à ces dernières années. Et donc, c'est un endroit que j'apprécie particulièrement parce on peut dire quasiment que vous êtes chez vous là. Oui, c'est devenu une deuxième maison, c'est vrai. Mais bon, il y a plein d'endroits qui étaient un peu ma maison. Le Stade de France pendant 20 ans, donc ça fait du bien. Certains tournois de tennis que j'ai fait pendant effectivement aussi plusieurs années, et Roland-Garros que j'ai commencé relativement tard un peu dans la carrière. Donc j'allais vous poser une question, le micro, vous en avez l'habitude, mais cette fois, vous faites les réponses aujourd'hui et pas les questions. Ça, j'ai l'impression qu'on balaye la question, ça ne vous fait pas peur? Non. Bon, très bien. Donc, on ne l'a pas dit, vous êtes maître de cérémonie, c'est comme ça qu'on dit, sur de nombreux événements sportifs nationaux et internationaux. Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi ça consiste? Comment vous le définissez? En fait, au départ, on appelait ce rôle, parce que c'était un rôle, on l'appelait le speaker, on l'appelait le présentateur. Mais c'est relativement vague. Speaker, en anglais, speaker, c'est celui qui prend la parole. En français, ça peut être celui qui est derrière un micro, effectivement, et qui va présenter. Mais ça va au-delà de ça parce que quand je dis maître de cérémonie, c'est que sur certaines organisations, on ne me demande pas uniquement de faire de la présentation, on me demande aussi de faire des interviews, d'aller poser des questions et également de mettre en scène les remises de récompenses. Donc, il y a tout un décorum qu'il faut un peu réorganiser ou organiser. Et à ce titre, on peut appeler ça justement un maître de cérémonie parce que c'est s'occuper de l'ensemble de tout ce qui va être présentation de l'événement jusqu'à la remise des prix. Donc vous faites partie vous êtes le garant de l'ambiance, vous en faites partie? Je fais partie de ceux qui peuvent mettre l'ambiance. Je ne suis pas le seul. Et pour mettre l'ambiance, d'ailleurs, on le voit, ça doit être interactif. Il y a plein de choses qui peuvent être faites pour mettre de l'ambiance. Ça peut être effectivement une voix, ça peut être un chanteur aussi, ça peut être de la musique, ça peut être un groupe de musique, ça peut être beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous préférez, vous, là-dedans? Vous êtes vraiment une sorte de monsieur loyal? Oui, c'est un peu ça. C'est à la française, on dirait ça. Maître des cérémonies, master of ceremony, c'est l'anglais traduit et qui donne maître de cérémonie. Ça fait un peu pompeux, mais ça vraiment représente ce qu'est le métier. Pour vous avoir vu travailler, vous n'êtes pas un animateur. C'est pas vous forcément qui allez. Alors, il y a des moments où on doit animer, mais je ne suis pas que un animateur. Un présentateur, animateur, ça fait beaucoup de choses. Maître de cérémonie, ça peut englober un petit peu l'ensemble. C'est-à-dire qu'on entend votre voix, on vous voit, mais vous effacez derrière l'événement, j'allais dire? Oui, en tout cas, vous, à titre personnel? Oui, parce que la présentation, c'est pour mettre en valeur ce qui va se passer sur le terrain sportif. C'est-à-dire qu'on va mettre en valeur le sportif, les sportifs, l'équipe sportive qu'on va voir, si c'est un sport collectif, et ce lien qui doit être fait avec le public, justement, va permettre de l'interactivité. Avant, ça n'existait pas beaucoup. Le sportif venait sur un terrain, mais il n'y avait pas toujours ce lien entre la personne, ça peut être une femme aussi, qui présente les sportifs et le public.
Vous avez eu 1000 vies Oui. avant d'être maître de cérémonie. Alors, je les note à peu près dans l'ordre chronologique. Sportif de haut niveau, professeur de PS, comédien, j'ai noté, journaliste, commentateur. Vous avez même été mannequin. Ça, c'était pour payer mes études de comédien, comme je lâchais le… Mais c'est tout à votre honneur. Toutes ces vies, est-ce qu'elles ont un lien, une évolution, ou est-ce qu'elles sont toutes totalement indépendantes? Alors, elles sont indépendantes, mais elles sont dans une construction. C'est-à-dire que quand je sors du lycée, je fais déjà de l'athlétisme à un bon niveau. Je joue au rugby parce que mon oncle, on était dans le Cantal, je revenais d'Algérie, et mon oncle me dit non, ici l'athlétisme, on court dans le Cantal, on court, mais on court avec un ballon. Donc tu vas jouer au rugby. Donc je m'y suis mis par la force des choses. Et parallèlement à ça, il fallait aussi construire une vie professionnelle parce qu'à l'époque, un sportif, même de haut niveau, ne vivait pas. Il y en a même à l'heure Parce que actuelle vous avez qui vivent gagné pas des toujours. titres en décathlon. Oui, mais on vit pas de ça. On vit pas de ce sport. L'athlétisme fait pas vivre. Les sports qui commençaient à faire vivre un petit peu, c'était le football professionnel, bien sûr, voire l'athlétisme ou le golf, mais le tennis, pardon, ou le golf, mais pas l'athlétisme. Donc, il fallait envisager une vie professionnelle. Mes parents étaient enseignants. Je me dis, qu'est-ce qui va me permettre de rester au contact du sport que j'adore et d'avoir une vie professionnelle. Donc, j'ai fait des études d'éducation physique. Vos parents, ils vous encourageaient à quoi? À un vrai métier, comme Oui, on dit, oui, à un métier comme ça. Alors, eux, ils étaient enseignants, donc fonctionnaires, et c'est vrai qu'ils me disaient que c'était un beau métier, et je le reconnais parce que ma mère était extrêmement enthousiaste. Elle était prof de PS, mon père était prof de lettres. Ils avaient vraiment réussi leur carrière professionnelle, ça leur plaisait, leur métier leur plaisait, et je les voyais tellement heureux dans leur métier que je me disais, ça peut être une très bonne idée. J'ai un peu déchanté quand j'ai eu mon diplôme de professeur de PS parce que j'allais dans la salle des profs. Avec les élèves, c'était très bien. Mon premier poste, c'était à Neulémine. Ensuite, je suis revenu sur Paris alors que j'ai fait mes études à Clermont-Ferrand. Et le premier poste était, oui, bien. Les élèves, bon, c'était pas toujours simple, mais ça se passait très bien. Les collègues là-bas, ça allait. Et puis en région parisienne, ensuite, à Fontaine-sous-Bois, waouh, en salle des profs, là, j'avais des gens qui étaient déprimés. Moi, j'avais 25 ans et ils en avaient une quarantaine. Plein d'envie. J'avais plein d'envie et je me disais que c'était un super métier. Et je voyais des gens qui étaient à la limite de se jeter par la fenêtre et qui étaient assez déprimés par la vie qu'ils avaient. Donc, je me disais, bon, il y a peut-être quelque chose à faire un peu de différent. On était en région parisienne. J'avais aussi envie, parce que quand j'étais étudiant, on montait des spectacles. J'avais envie d'essayer de tenter quelque chose d'autre. Mais c'était encore une fois un petit peu s'éloigner du sport. Mais pourquoi pas le faire tant que j'étais en région parisienne. Et donc, j'ai voulu prendre des cours d'art dramatique pour essayer d'être comédien. Et c'était l'envie quoi? L'envie d'être sur scène, l'envie de vous montrer? Non, l'envie de faire quelque chose qui me convenait. J'étais très extraverti, donc j'avais une grande gueule. C'est pour ça aussi qu'on me disait, tu peux prendre le micro et tu vas pouvoir parler. Là, il fallait canaliser un petit peu cette envie de dire beaucoup de choses, ce que j'ai réussi à faire grâce au micro d'ailleurs. Ça m'a peut-être aussi sauvé là-dessus. Et à côté de ça, je me disais, mais pourquoi ne pas tenter quelque chose d'autre qui est en parallèle à ça? Parce que quand on est un peu extraverti, on a envie de jouer quelque chose. On a envie de jouer parfois à des rôles. C'est pas ça la vie, hein, mais ça peut être très sympa. Ça peut être comme un enfant, voilà. J'ai gardé une âme d'enfant assez longtemps, et donc il fallait, pour payer les études d'art dramatique, justement un peu d'argent. J'avais lâché, j'étais en disponibilité de l'éducation nationale, c'est comme ça qu'on dit. Donc après 4 ans d'enseignement, et donc un copain m'a dit, mais écoute, fais mannequin parce que tu vas pouvoir gagner de l'argent très facilement, et il suffit simplement que tu poses devant l'objectif. Et il avait raison. J'étais pas très chaud au départ parce que je me disais, c'est pas un milieu qui me convient, c'est trop superficiel, ce qui est vrai. Mais en tout cas, vous aviez les qualités pour. Oui, il y avait juste à poser, quoi. Donc, il n'y avait pas grand-chose à faire. On nous demandait pas grand-chose. D'ailleurs, c'est ça que je suis vite parti de ce monde-là parce que ça me convenait pas. Mais j'ai effectivement, sur la première photo, je dois porter une fille avec une robe de mariée. On va aux Canaries, donc déjà c'était sympa. Et je gagne en une journée mon salaire de prof de gym en un mois. Donc j'ai dit, il avait raison. Donc ça, c'est bien. Donc j'ai fait ça. C'était la bonne voie. En tant que comédien, on vous retrouve dans des films de Mocky, de Philippe de Broca, de Cédric Clapiche, entre autres. Le premier Cédric Clapiche. Le premier film de Cédric Clapiche, rien du tout, avec Fabrice Lucchini.
avec Jean-Pierre Daroussin. Ma partenaire dans le film, c'était Karine Viard, c'était mon épouse dans le La film. classe. Ouais, c'était très sympa. Et qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas poursuivi? J'ai Vous n'avez pas percé? j'ai continué, et puis j'en ai fait une dizaine avec des séries télé, quelques films pubs, donc c'était un milieu qui me plaisait, mais c'est assez subjectif. Tous les copains que j'avais, les copines qui étaient avec moi dans les cours, attendaient, je parle du début des années 90, il n'y avait pas de téléphone portable, à côté du téléphone fixe chez eux. Donc, pour moi, c'était un peu aliénant, et je me disais, on dépend tellement, et c'est là où la subjectivité est quand même assez forte dans le cinéma, on dépend tellement du jugement et du bon vouloir d'un réalisateur ou d'un directeur de casting. On revient au micro, on revient au métier de maître de cérémonie. En 1983, il se passe quelque chose pour vous. Je ne parle pas de la victoire de Noah à Roland-Garros, mais sur un tournoi, une compétition d'athlétisme. C'est les championnats de France d'athlétisme, donc de décathlon, donc je suis engagé. Je cours le 100 mètres, je me blesse assez gravement, je me fais un claquage aux ischios, et là, il reste 9 épreuves. J'ai qu'une envie, c'est prendre ma voiture et rentrer. Donc, et l'entraîneur national vient me voir, il me dit, attends, j'ai vu que tu t'étais blessé, on m'a donné le micro, je devais parler au micro pendant tout le week-end, je vais donner le micro si tu veux bien rester pour le week-end. On a besoin de quelqu'un. On a besoin de quelqu'un. Ouais. Et je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que tu vas expliquer aux gens qui sont dans les tribunes, il y avait 300 personnes. C'était la famille du décathlon, il n'y avait pas vraiment un grand public. Les cours d'art dramatique avaient déjà commencé? Non, pas encore. C'était après. Et donc, je lui dis, est-ce que j'ai carte blanche? Ça m'a un peu intéressé sur le moment, et je me dis, oui, si je peux faire ce que je veux. Et il me dit, oui, oui. Et en plus, je te mets avec toi un journaliste de l'équipe qui s'appelait Richard Montaignac, qui était le frère de Christian Montaignac, qui est un grand spécialiste du rugby. Et Richard découvrait le décathlon. Donc, il me posait des questions pendant tout le week-end. Il faisait un papier sur Christian Plazier, qui était la star de l'époque. Et il découvrait. Donc, je lui ai parlé à lui, tout comme j'ai parlé aux familles, tout comme j'ai parlé aux athlètes. Donc, voilà, bon an, mal an, dans tout ce week-end, il s'est passé quelque chose qui m'a plu, qui leur a plu, qui a plu aux journalistes, et donc il a fait, au-delà du papier, il a fait quelque chose un petit peu là-dessus. Ça a été le déclic. Cette blessure, finalement, ça a été un nouveau départ le premier jour du reste. Exactement. Et je me suis dit, bon, ça va être sympa. On m'a contacté, l'équipe d'animation qui avait la Fédération française d'athlétisme m'a contacté, autour de personnes comme Jean Gilbert, Guy Guézy, Christian Charbonnel. Ils m'ont intégré dans leur équipe, et j'ai fait quelques meetings, quelques championnats avec eux. Ça a plu tout de suite, et moi aussi. Et donc, j'ai trouvé ça. Il y avait personne qui faisait ce qu'on appelle le micro-terrain, parce que les micros HF étaient un petit peu à leur début, donc il fallait un micro sans fil. Voilà ce qui est pas simple. Donc, la technologie n'était pas encore extrêmement avancée comme elle est maintenant. Et donc, on avait des grosses machines avec des boîtiers, avec des antennes. Enfin, c'était pas si évident que ça, mais je me disais qu'il y avait quelque chose de nouveau à faire un peu dans ce genre-là. Donc pendant mais très vite, vous avez 4-5 ans, ça pouvait être un métier? Non. Alors à ce moment-là, je ne pensais pas en faire un métier. Franchement, c'était 3 mois dans l'année. L'athlétisme, c'était juin, juillet, août. Voilà. Puis en septembre, on partait en cours, ou on repartait sur une année scolaire. La liste des événements sport que vous présentez, elle est dingue. Je vais en citer quelques-uns. Alors, il y a Roland-Garros, le Master de Paris-Bercy, c'est du tennis, le tournoi Destination Rugby, les championnats du monde d'athlétisme, le Grand Prix de France de Formule 1, des finales de Ligue des Champions au Stade de France, le championnat d'Europe de foot en 2016. Passez-moi l'expression, il faut les avoir bien accrochés. Quand vous préparez un événement comme ça, déjà, vous travaillez comment? C'est ce qui est un privilège, je le dirais, encore une fois, et je vais le répéter souvent, c'est de travailler dans ce qu'on aime. Et quand on travaille dans ce qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler. Moi, tout petit, je me suis aperçu que j'adorais les statistiques. En Algérie, j'ai vécu une dizaine d'années là-bas, toute mon adolescence, et on recevait l'équipe une fois tous les 3 jours. Mais il y avait, à cette époque-là, fin des années 70, milieu des années 70, il y avait l'équipe, c'était presque 30 pages. Et il y avait plein de résultats. Il n'y avait pas Internet. Donc, on avait plein de résultats. Et donc, je pouvais compiler ces résultats, et j'en faisais des statistiques. 9-10 ans, moi, j'adorais ça. Je trouvais ça impressionnant. Les sprinteurs, les sauteurs en hauteur. Voilà. Et donc, j'ai commencé à aimer ce que je lisais
tout en regardant un peu quelque chose à la télévision. Mes premières images de JO, de Jeux Olympiques, c'était 1968. Un certain Dick Fosbury qui saute sur le dos. Le lendemain, dans le bac à sable au lycée, je sautais sur le dos. Le prof était horrifié, mais j'avais vu ça la veille et je savais que c'était Vous possible. vouliez reproduire. Et je voulais faire. Je voulais refaire ça. Justement, vous parlez des sportifs. Là, on va faire rêver du monde. La liste des sportifs que vous côtoyez, elle est aussi dingue que la liste des événements. Elle est longue comme le bras. Alors, l'athlétisme, Marie-Josée Pérec, Carl Lewis, Sergei Bubka, Usain Bolt, Renaud Lavillenie, j'en passe. Le foot, Platini, Zidane, Pelé, Zlatan Ibrahimovic, entre autres. Le basket, Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, Tony Parker et les Français, Dumer, Gakoury, Batum, Wembanyama. Il y a aussi, bien sûr, Mike Tyson, Estanguet, Manodou. Je pourrais tous les tennismen français. Je pense que j'ai une chance. Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà ce que j'allais vous demander. J'ai une chance énorme. J'ai une chance énorme. Et alors, je suis très mauvais pour les selfies. Je ne sais pas demander de photos. Donc, s'il n'y en a pas sur l'événement lui-même, il n'y en aura pas par mois. Mais pourquoi vous êtes mauvais? Parce que vous n'osez pas. Je n'ose pas. Puis je trouve que c'est pas une bonne chose. On vient d'avoir un rapport humain et je trouve que le selfie déshumanise un peu l'image. Alors, je me trompe peut-être, hein, mais c'est très nouveau. C'est quelque chose qui existe maintenant. Voilà, on le fait assez facilement. Mais je trouve que le rapport humain est tellement fort. Alors oui, peut-être qu'il restera pas beaucoup de choses, mais j'ai eu la chance effectivement de faire 1 heure d'interview avec Michael Jordan. J'ai eu la chance de refaire ça avec LeBron James quand ils sont venus à Paris et que les équipes entières m'ont sollicité pour le faire. J'ai la chance de parler plusieurs langues, ça m'aide aussi. Mais ces gens-là, moi, je les apprécie. Je suis pas fan. J'ai du mal à être. J'ai du mal. Pas comme des idoles. Non. J'ai du mal. J'ai jamais eu d'idole. J'ai eu toujours de l'admiration pour les sportifs de très haut niveau, ce qui est très difficile. Même quand vous étiez petit, vous n'aviez pas d'idole? J'aimais les choses. Moi, en étant à Alger, mon premier sport, ça a été le foot, et puis le cross aussi. Et donc, j'étais gardien de foot. Donc, moi, j'aimais bien Carnus, mais c'était les gars de l'époque. Donc, là-dessus, je vais paraître très, très vieux. C'était Gordon Banks, c'était Lev Yashin. Enfin, c'était des Sepp Maier. C'était pour moi, qui étaient des grands noms du sport, mais sans que ça soit. Vous avez pu les rencontrer? Des idoles. Alors non, malheureusement, c'est Carnus, je l'ai rencontré, mais Gordon Banks était décédé, Lev Yashin aussi, et malheureusement Sepp Maier non plus. Mais ça a été des images pour moi qui étaient extrêmement intéressantes, que j'ai trouvées fortes. Les premiers grands sportifs que j'ai rencontrés, c'est des sportifs qui venaient en stage là-bas, en Algérie, dont un qui a une histoire, j'écrirai un livre un jour, s'appelait Wolfgang Schmitz, qui était un Allemand de l'Est, qui avait été champion du monde junior et qui était un des derniers Allemands de l'Est. C'était une baraque extraordinaire. Et le gars avait un comportement un peu comme les Occidentaux. Donc, il venait un peu au contact. Je parlais anglais. Lui, il commençait un peu à baragouiner anglais. Et il a fait défection de l'Allemagne de l'Est 2-3 ans après que je l'ai rencontré. Et ça m'avait impressionné, cette vie qu'il pouvait avoir. Donc, je voulais en savoir plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. C'est ce que les personnes ont fait pour en arriver là. Un sportif de haut niveau, pourquoi j'ai beaucoup de respect pour eux? C'est parce que c'est quelqu'un qui va repousser les limites. Arriver au haut niveau, c'est une chose qui n'est pas simple. Y rester, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. Donc, il y a beaucoup de respect pour les sportifs et les sportifs de haut niveau. De la constance. Donc, pas des idoles, peut-être des amis. C'est devenu, pour certains, ce sont devenus des amis. Je voudrais vous montrer une photo. Cyril, qui est à la réalisation, va nous montrer une photo. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce jeune homme? Alors, lui, celui de droite. Hein, oui. Celui de gauche, on le connaît. Je le connais un peu. La première fois que je l'ai rencontré. Alors, on va préciser, pour qui ne le connaîtra pas encore, Rafael Nadal, 14 fois vainqueur à Roland-Garros. Non, puis c'est phénoménal ce qu'il a réalisé. On n'imagine pas le record qu'il a établi, parce que c'est un record. Au-delà bien sûr que Novak Djokovic va certainement peut-être encore en gagner d'autres et être ce qu'ils appellent the greatest of all time, le GOAT. Mais je pense que Rafael Nadal a réalisé quelque chose qui était impossible à réaliser et qui sera peut-être jamais battu. C'est un record fabuleux sur un terrain qui est la terre battue, qui est peut-être un des terrains les plus difficiles en tennis. Et il a réalisé quelque chose de fabuleux. Je l'avais rencontré en 2003. Il venait d'obtenir Vous l'avez vu naître quasiment. Non, parce que avant, il aurait fallu que j'aille aux petits as
C'est son premier trophée. Quand on va chez lui à Manacor, j'ai eu la chance d'aller là-bas. Son premier trophée qu'il nous montre, et il en est fier, c'est la première vitrine, et bien sûr, ça déroule sur pas mal de mètres. C'est le trophée des petits As quand il avait 16 ans, 15 ans. Et ensuite, il est venu, il avait été battu l'année d'avant par Richard Gasquet, et donc il est revenu l'année d'après, il a gagné petits As. Et ensuite, il vient en 2003, il a 17 ans, il vient à Monaco, il est invité pour participer au tournoi de Monaco. Et mon premier rapport avec lui, c'est je rentre sur le court, il gagne son premier match, je crois que c'était contre Squillary, et je vais avec 2 micros, il me voit arriver, il me fait « You know hablo English, you know hablo English ». D'accord, ok, moi je parle un petit peu espagnol, j'avais espagnol en 2e langue, je vais t'aider, mais il faut que tu parles tranquillement pour que voilà, on puisse faire l'interview. Et pendant 5 ans, on a fait des interviews en espagnol avec lui parce qu'il avait du mal avec les langues. Il ne maîtrisait pas trop les langues, mais c'était quelqu'un d'adorable. Il n'a jamais changé. C'est ce que j'allais vous demander. À Roland Garros, j'allais dire, vous passez quasiment autant de temps sur le court que lui. Vous êtes là tout le temps, mais vous comprenez bien ce que je veux dire. Vous voyez tous les ans depuis 15 ans, 20 ans. Allez, en quelques mots, quelle relation vous avez avec lui? Vous êtes allé chez lui? C'est devenu une relation amicale sans que ça soit le plus. Je suis pas son ami. On fait partie des gens qu'il côtoie régulièrement et on a une relation qui est effectivement très saine. Chaque fois qu'on se voit, il y a une grosse accolade, il y a beaucoup de voilà, on échange, il y a quelque chose de fort. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il le sait, il le sent, et donc on a un rapport qui est très sain. Oui. Je vous montre une deuxième photo, un deuxième personnage. C'est Novak Djokovic. C'est un champion extraordinaire. Il a 1 an de moins que Nadal, et on a l'impression que les années l'atteignent peu, lui. Il est moins blessé, moins souvent blessé. C'est quelqu'un qui est d'une souplesse extraordinaire. Et en sport, être souple permet d'avoir un peu moins de blessures musculaires, on va dire. Pas articulaires, mais musculaires en tout cas. Et il a une diététique de vie qui est très spartiate. Et votre relation avec lui, elle est différente? Elle est bonne. Elle est bonne, mais elle est bonne avec la plupart des. Ils savent que je suis là pour les mettre en valeur, donc il n'y a pas de mauvais rapport. La première fois que je l'ai vu, c'est son 2e titre. C'était à Metz au Moselle Open. Non, je l'avais déjà vu avant à Marseille, et Novak Djokovic gagne son 2e titre au Moselle Open. Et donc on a toujours eu. Lui, c'est quelqu'un d'extraverti. Voilà, on peut faire le parallèle. Il va faire plus le show et tout, donc on parlait plus facilement. Avec Nadal était un peu timide. C'est un réservé. C'est quelqu'un qui est. Donc on a mis du temps un peu à ce que la relation s'établisse, mais bon, il y a un respect qui est fort. La 3e photo, on va la voir tout de suite. Forcément, ce jeune homme à casquette. Lui est quelqu'un de. Voilà, il y a énormément de classe chez Roger Federer, naturel, mais ce n'était pas le cas au début. En 1998, je présente son 2e match professionnel. C'est à Toulouse. Il a joué un premier match à Gstaad qu'il a perdu, et il joue contre Guillaume Raus au premier tour à Toulouse 98. Il est encore junior. À la fin de l'année, donc on est en septembre, et à la fin de l'année 98, il sera sacré champion du monde junior. Et il bat Guillaume Raus. Guillaume Raus, il dit j'ai lancé la carrière de Federer, ce qui n'est pas totalement faux parce que c'est sa première victoire professionnelle. Son fait d'armes, exactement. Ensuite, il bat un Néerlandais au 2e tour, je crois que c'était Elting, et il perd contre Simrink en quart de finale, un autre Néerlandais, à Toulouse 98. Je pense que c'est ça. Et il cassait des raquettes. Il était nerveux. Il était pas à l'aise. Mais je pense qu'il y avait parfois, il lâchait un petit peu une certaine frustration. 2 ans après, c'était plus le même joueur. On le revoit régulièrement. Et quand il fait la finale à Marseille contre Marc Rosset de Suisse, et que 2 ans après ça, Marc Rosset avait dit c'est le futur numéro 1, et il ne s'était pas trompé. Et il dit mais il est temps que je le batte parce que après je ne pourrai plus jamais. Ce sera trop tard. Et c'est vrai, il avait raison. Question très rapide sur Djoko. Vous me répondez oui, vous me répondez non. Est-ce que c'est lui le GOAT?
Nadal l'a dit. Rafael Nadal a fait une conférence de presse. Il a dit, mais bien sûr, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Aujourd'hui, il a le palmarès qui parle pour lui. Après, qu'on apprécie un tel ou un tel, c'est une chose. Je pense que les gens, les personnes qui regardent le tennis, ceux qui apprécient, qui aiment le tennis, vont faire leur choix. Mais s'ils regardent sur le papier, oui. Le plus beau retour qu'on vous ait fait dans votre travail, hein, que ce soit un sportif, un coach, sont les joueurs, sont les joueurs qui viennent et qui disent merci. Ou il y a cette reconnaissance-là. Moi, ce que j'aime bien quand je travaille avec un organisateur et qu'il me confie justement le micro, je suis un peu le porte-parole de toute l'organisation, de son organisation, donc je sais qu'il y a une responsabilité, que le public soit content, que les joueurs, que les joueuses soient contents, soient heureux, les sportifs. Et quand on me dit, quand tu es là, cette partie-là, j'ai tellement confiance que je sais que ça va fonctionner. Et là, pour vous, le boulot est fait. Ça veut dire que voilà. Est-ce que, je vous ai vu travailler, vous êtes quelqu'un de zen, de posé. Est-ce que vous êtes déjà, lors d'un événement, laissé emporter par l'émotion, de la joie, des cris, des larmes? J'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'il y a oui, on peut crier parfois parce que il y a des choses qui, mais pas au micro. Enfin, je le garde un petit peu. Vous êtes mesuré? J'essaie de, je l'étais pas. Je l'étais pas. Quand on est jeune, on se limite pas parfois. Je crois que les limites, elles sont faites pour être repoussées, mais il faut les maîtriser. Et dans notre métier, plus que dans le sport de haut niveau. Dans notre métier, il faut les maîtriser. Donc, oui, j'ai pleuré quand Dan O'Brien a battu le record du monde du décathlon à Talence en 92. J'ai pleuré quand Kevin Mayer a pulvérisé le record du monde du décathlon toujours à Talence il y a quelques années. Et c'est vrai que parce que c'était mon sport, parce que voilà, il y a cette sensibilité. Moi, je suis très bon public, donc dès qu'il y a quelque chose qui se passe, mais il faut garder une maîtrise, c'est ce que je disais tout à l'heure, et pouvoir faire passer l'émotion sans qu'elle soit dénaturée. Donc, si quelque chose se passe et qu'on trouve que c'est bien, ben on peut s'enthousiasmer aussi, et ça permet au public de le faire. Donc, je pense que ça fait partie un petit peu des valeurs qu'on peut travailler dans ce métier. L'avenir proche, les JO, alors bien sûr il y aura Roland-Garros, mais les JO à Paris, comment les JO à Paris, la dernière fois c'était il y a 100 ans, je les ai manqués. Cette fois-ci, je voudrais vraiment effectivement profiter un peu de cet événement, mais pas comme une récompense, pas dire voilà, ça sera les 10e Jeux sur place. Les premiers où j'étais, c'était en 1988 avec mon ex-épouse, et puis ensuite, j'ai eu travaillé pour Eurosport. En 88, j'ai fait le premier Club France qui avait lieu à Séoul. Et puis ensuite, travaillé pour Eurosport à 92, un peu Canal. Puis Canal Plus en 96, 2000, 2004, 2008. Et Londres au Club France en 2012. 2016 à Rio, une partie Club France, une partie Canal Plus. Et donc, pareil pour Tokyo. Et je me retrouve à faire Paris 2024, certainement soit au tennis, on ne sait pas encore. On est en train de discuter une partie Club France aussi, et peut-être aussi du marathon. On va voir. Il y a pas mal de choses. On vous suivra. Très rapidement, si un jeune vient vous voir demain et il dit je veux exercer le même métier que toi, vous lui dites quoi? Il y a 3-4 qualité qu'il faudra avoir. Alors, être un peu extraverti, mais ça se travaille. Avoir une bonne voix et pouvoir la poser, ça aussi, ça se travaille. Être passionné, parce que ça permet de travailler sans avoir l'impression de travailler. Mais il faut bosser. Il faut avoir une connaissance. Si on veut faire du multisport, il faut avoir une connaissance et s'intéresser. Voilà. Aimer ce qu'on est en train de regarder, ce qu'on est en train de vivre, et vouloir le faire vivre. Alors, quelqu'un d'extraverti, oui, on va vous dire que c'est pas difficile de le faire. Quelqu'un qui sera plus un petit peu sur la retenue, ça sera plus compliqué. Il faut avoir, voilà, il faut travailler ces qualités-là. Et si ce jeune ou cette jeune, parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui viennent dans nos métiers, et je trouve que c'est une très bonne chose. Alors, c'est ce que j'allais vous demander. Il y a de nombreux sportifs et des speakers qui vous considèrent un peu comme le boss.
Ça vous fait plaisir. Je sais que vous n'allez pas me dire que c'est vrai ou que c'est pas vrai. Vous voyez qui pour vous succéder? Je ne vais pas vous demander un nom, mais peut-être 3 ou 4 noms pour pas faire de jaloux. Est-ce qu'il y a des talents il y a beaucoup de talents qui s'exercent en athlétisme. Il y a le jeune Valentin Longuemare qui fait beaucoup de progrès, qui a une très bonne voix. Il y a Vincent Royer qui travaille sur le basket, qui a travaillé avec moi sur le hand aussi, qui était sur le rugby, sur la Coupe du Monde de rugby, qui a progressé énormément et qui maintenant maîtrise cet exercice parce que c'est un exercice qui est pas simple. Encore une fois, il faut s'oublier à un certain moment, mais il faut emmener le public avec soi, savoir qu'on met les sportifs en valeur et pouvoir être le lien, et que ce lien qu'on ne le voit pas, mais on l'entend bien sûr, mais on ne le voit pas, et que l'ensemble fasse qu'il y a un retour justement, et la meilleure ambiance, on l'a fait comme ça. Ouais, Vincent, chez les femmes, Pauline Bouyck fait un travail considérable. Il y a pas mal de jeunes femmes qui sont en train aussi de bien progresser. Sandy Ribert, mais Sandy, elle est au-dessus, elle est hors norme. C'est quelqu'un qui doit maintenant travailler également en télé. On m'a beaucoup proposé, moi, des émissions télé, mais j'aime tellement le sport, et c'est tellement de sport que les émissions qu'on me proposait ne me plaisaient pas. On m'avait proposé La Roue de la Fortune ou Une famille en or, et c'est pas mon univers. C'est pas mon univers. J'aurais pu le faire techniquement, mais j'apprécie pas particulièrement. On va conclure parce qu'on est très en retard. On a oublié de dire, enfin j'ai oublié de dire que vous étiez également maître de cérémonie sur des événements d'entreprise. Donc si on veut faire appel à vos services, il y a une adresse mail, marc@mmevents.org. L'adresse mail s'affiche. Dernière question, s'il fallait recommencer, quel métier vous pourriez exercer? Je pense que j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses qui me plaisaient. Qu'est-ce que j'aurais aimé quand j'étais enfant? Je rêvais d'être vétérinaire, j'adore les animaux. Voilà, c'est la seule chose qui m'a peut-être manqué, mais je crois que j'ai une vie tellement pleine que je peux pas regretter. Donc on ne change rien. Non, je change rien. C'est une belle conclusion. Je vous remercie beaucoup, Marc Maury, de nous avoir accordé cet entretien. Je voudrais remercier Stanislas et Carla Fontaine, les gérants de Cargo, qui nous ont accueillis dans leurs locaux, de très beaux locaux ici à la Garenne-Colombe, proche du quartier de la Défense. Je remercie bien sûr Élise Desbois au maquillage, Atouka Mes Griffes Productions avec Jean-Sébastien Rouchet et Patrice Batman pour la production de cette émission, et bien sûr notre ami Cyril Bartholomé à la réalisation. Je vous dis à la semaine prochaine sur Mon Quotidien TV, bien sûr.